Je vais essayer d'être concis et de vous parler de l'affaire Méric de façon claire et rapide. Première des choses, l'affaire Méric, c'est une somme d'erreurs. Et contrairement à un ami à moi qui disait « t'as tout à fait raison Serge, Clément était cette première erreur », je ne serai pas aussi dur que lui. D'abord, la première erreur, c'est d'en faire une grande affaire. En soi, qu'est-ce que c'est? Une bagarre qui a mal tourné, comme il y en a beaucoup. Un agresseur qui n'a pas de chance, ça arrive. Et pour paraphraser Chantal Goya, ce jour-là, un lapin a tué un chasseur. Mais, pour être un petit peu plus sérieux, je vais essayer de rentrer dans la somme des erreurs une à une. Alors, la première erreur, c'est d'en faire, je viens de vous le dire, une affaire. Parce que c'est une agression, comme il y en a beaucoup, et qui doivent être traitée en tant que telle. Mais, comme l'a judicieusement dit Roland Elie, ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Parce que cette affaire a été politisée. Mais elle a été politisée par qui? Eh bien, par le gouvernement, par le système, par les dominants. Nous ne devrions pas, normalement, à la base, rentrer dans ce jeu-là. Mais, comme l'a dit aussi Roland Elie, il faut savoir montrer que son ennemi est à la barre. C'est-à-dire que le procès est politique parce que les autres sont politisés, pas forcément nous. Je m'explique. Lorsque Esteban et ses amis vont acheter un Fred Perry, comme d'autres font leurs courses à Cora ou à Auchan, ils se font interpeller par un petit gang qui se dirait politisé. Et ce petit gang prend à partie, insulte, menace Esteban et ses amis, qui, après avoir travaillé, espéraient dépenser tranquillement leur argent. Là-dedans, rien de politique du côté d'Esteban. De leur côté, oui, soi-disant. C'était ça aussi qu'il fallait montrer. Ensuite, pour aller un petit peu plus dans l'affaire, eh bien, ils se sont fait arrêter. Ils ont choisi un avocat puis un autre, comme a dit l'intervenant. Mais tout, et c'est là une des très grandes erreurs que les gens ne comprennent pas, tout se joue à l'instruction. Les gens s'imaginent, d'une manière générale, et moi le premier, qu'un procès se traite, se juge le jour du procès. Absolument pas. C'est un théâtre. C'est une comédie. Et en l'occurrence, c'est une tragédie. En effet, tout se joue à l'instruction. Et c'est pas pour rien qu'il y a un juge d'instruction. Parce que ce juge d'instruction émet un jugement. Et c'est là qu'il faut se battre, pied à pied. Et ça n'a pas été le cas. Grosse, énorme erreur. En effet, souvenez-vous, il y a eu une agression. Le procureur, dans ses effets de manche, pour enfin passer à la télé régulièrement, pour peut-être un jour pouvoir être ministre, ça sert de passer à la télé, a décidé que c'était une rixe. Qu'est-ce que c'est une rixe? En termes juridiques, pénal. Des coups et blessures volontaires et réciproques. Sinon, c'est une agression simple. Alors, pendant l'instruction, normalement, les défenseurs, Maître Maisonneuve et consorts, avaient beau jeu de démontrer que c'était une rixe, vu que c'était déjà défini ainsi. Concrètement, comment? Eh bien, dire que chacun a sa responsabilité. Un tel a donné un coup de poing, un autre a bousculé, un troisième a fait tomber, un cinquième a griffé, j'en sais rien. On doit vraiment le définir. Ça n'a pas été le cas. Pire, au bout de quelques mois, Bougenot et compagnie se sont retrouvés partie civile. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, et là les avocats n'en ont pas parlé, l'affaire est jouée. Il y a d'un côté les agresseurs
Et de l'autre côté, les agressés, la partie civile. C'est terminé. La messe est dite, là. Et ça, évidemment, les défenseurs ont oublié de le dire à Esteban, à Samuel et à Alexandre. Voilà, la première grande erreur, c'est l'instruction. La deuxième erreur, elle est tactique. C'est-à-dire, et je le comprends bien, c'est très humain. Lorsque vous êtes derrière les barreaux, qu'on vous accuse d'un crime, parce que c'est ça, que vous n'avez pas commis parce que vous êtes défendu, qu'on vous accuse d'un crime parce que vous auriez certaines idées qui pousseraient à la haine et à la violence, vous essayez par tous les moyens de vous en sortir. C'est très humain. Alors, quand on n'a pas l'habitude, quand on est qualifié d'extrême droite, eh bien on essaye de montrer qu'on ne l'est pas tant que ça, que ce n'est pas l'extrême droite qui a frappé, c'est un jeune homme simplement qui s'est défendu. Eh bien on essaye de le prouver n'importe comment, en prenant un avocat peut-être de l'autre bord, pour justifier, essayer désespérément de contrebalancer. C'est une erreur tactique. Et je vais vous expliquer jusqu'à quel point. Maintenant, rentrons dans l'erreur stratégique. Elle n'est pas de la famille d'Esteban, elle n'est pas de Samuel, elle n'est pas d'Alexandre, encore moins. Elle est des défenseurs eux-mêmes. Oh, ils ne se sont pas emmerdés, hein. On est en criminel, il y a une assise, allez, on va se la faire facile. Hein. Contrition, reniement, et puis on va discuter quelques points de détail. Enfin, le point américain, en l'occurrence. Contrition, ben oui, hein, vous savez, les avocats, ils sont payés en dizaines de milliers d'euros, mais moins ils en font, mieux ils se portent. Allez, mon bon ami, concrètement, c'est... Bon, ben, t'es en criminel, oui, t'es accusé d'avoir tué quelqu'un. Allez, tu le regrettes? Oui, allez, faut regretter. Allez, contrition, allez. Mais le problème, c'est que comment voulez-vous concrètement qu'Esteban regrette ce qu'il n'a pas fait? Il ne peut pas regretter. Et s'il regrette, c'est qu'il l'a fait. Erreur. Évidemment. Quand Esteban déclare à la présidente qu'il regrette, qu'il y pense tous les jours, et je le crois, et qu'il aurait préféré être à la place de Méric qu'à la sienne, là c'est une grave erreur et c'est son avocat qui aurait dû lui dire de ne pas dire ça. Parce que moi, je vais vous le dire, ce que j'aurais répondu naturellement à sa place, et c'est ce qu'il doit penser, le pauvre. Désolé, madame, désolé, mais je ne l'ai pas fait exprès, j'y suis pour rien. Je n'ai pas demandé que votre fils m'attaque par derrière. Et vous savez quoi? Eh bien, c'est même pas moi, c'est mon corps qui s'est défendu. Parce que, vous savez quoi? Il a voulu vivre. Et avec un certain humour, j'aurais dit, je préférerais, évidemment, mon corps, préfère être en boxe aujourd'hui que dans la boîte, comme votre fils. C'est une évidence. Et d'ailleurs, si son corps ne s'était pas défendu en se retournant et mettant un coup de poing pour sauver sa vie, bien peut-être que Esteban serait dans la boîte et Méric dans le box. C'était ça qu'il fallait dire. Donc je suis désolé, mais je ne demanderai pas d'excuses de ce que je n'ai pas fait. D'autant plus, et c'est ce que je me suis permis de rappeler à la barre, que, et moi, à la différence des amis de Bouchenot, du mouvement Antifa, du parti de gauche, du front gauche, je ne sais quoi, et même de Madame Méric, j'ai écouté son fils. Et qu'est-ce qu'il dit, son fils? Il l'a dit partout. Il est un redskin. C'est un skinhead, hein, comme les autres, mais il est communiste. C'est son droit.
C'est un combattant, il le dit. Il est en guerre contre le fascisme. Il est en guerre contre le fascisme. Mais alors, s'il est en guerre, il sait ce qu'il fait. Et moi, je reconnais à Clément Méric le fait qu'il est un homme et qu'il a agi par sa propre volonté. Et donc, il est responsable de ses actes. Il a attaqué, il a perdu. C'est la vie, et en l'occurrence pour lui, c'est la mort. C'était ça qu'il fallait dire. Et d'ailleurs, elle est même plus loin, et c'est ce que j'ai dit à la barre. Mais alors, si il agit d'une façon responsable, si c'est sa volonté qu'il a imposée, celui qui l'a subi, cette volonté, est la victime. Donc la victime, c'est bien Esteban. Ça, la défense ne l'a pas relevé. C'est une erreur. Ensuite, l'erreur est idéologique. Et c'est là où on revient au choix de l'avocat. Lorsque je suis venu, à la demande express, après les cris d'orfraie de l'avocat général et de la partie civile, qui voulait absolument que je témoigne, c'était très important. Je leur ai rappelé que sur les faits n'étant pas là, je n'avais pas grand-chose à dire. Enfin bon, on est dans un procès, quand même déjà un rôle, mais why not? Alors, on n'est plus à ça près. Je leur ai dit, bon, bien, c'est un combat politique. Alors parlons politique. Ils sont antifascistes. Ils accusent donc Esteban, Samuel et Alexandre d'être des fascistes, c'est-à-dire, d'après eux, des gens qui, par leur idéologie, amènent à la haine et à la violence. Parlons-en. Ils étaient sympathisants de troisième voie. J'en étais le responsable. Je peux donc en parler. D'ailleurs, la première des choses, c'est avoir de la sympathie pour quelqu'un n'est pas un crime. J'ai de la sympathie pour mon boulanger. Je lui dis bonjour tous les jours. Mais je ne sais pas, c'est peut-être un tueur en série. Il a peut-être sa fille et la fille de sa fille dans sa cave, j'en sais rien. Mais alors, dans ce cas-là, on va revenir sur l'idéologie. Nous serions fascistes. J'ai défini très succinctement ce qu'était le fascisme, et j'ai dit que troisième voie ne rentrait pas dans ce cadre-là. Et puis je suis allé sur la définition d'extrême gauche, Antifa, comme il s'appelle. Et qu'est-ce que c'est pour eux que le fascisme? Bon, c'est encore plus rapide, hein. Il n'y a rien de politique. C'est la violence au service du pouvoir, du système, du gouvernement, du dominant, contre les dominés, les travailleurs, etc. D'accord. D'accord. Mais alors, excusez-moi, mais qui a défendu Méric et sa bande? Le ministre de l'Intérieur? Le Premier ministre? Mais alors, ces violents qui sont en guerre, ces combattants, combattent, expriment leur violence pour les dominants. Ce sont donc bien des fascistes, alors, suivant votre propre définition du fascisme. Ça aussi, la défense n'a pas rebondi dessus. C'est une petite erreur aussi. Parce qu'à partir de là, si Esteban, Samuel et Alexandre n'étaient pas fascistes, cette agression était injustifiée, même si elle était illégitime, même si elle était injustifiable, parce que avoir des idées politiques ne permet pas à l'extrême gauche d'agresser ou pas, suivant son bon plaisir. Contrairement à ce qu'a dit Valls à l'époque, qui disait que la violence antifasciste était légitime. Ça veut dire que, non, c'est très important. Ça veut dire que lorsque vous êtes antifasciste, et donc que vous êtes le bras armé du système, preuve en est, vous avez le droit de tuer. Bon, on a de la chance parce que chez ce monde local, tu mets une patate, il meurt. Donc ça va. Oui, mais non, ça peut paraître méchant, mais c'est vrai. Attendez, cette petite réflexion que je viens de faire, qui est un petit peu caustique, détaillons-la. Et c'est ce que je dis aussi.
Mais si Méric avait été à troisième voie, il serait vivant. Eh oui, parce que nous, dans notre mouvement, on disait bien de ne pas faire ça, de ne pas se battre. Et d'autant plus que, parce que j'ai cette expérience-là, je ne vais pas minauder, hein. Tout le monde sait que je me suis un peu battu quand j'étais jeune. Eh bien, quand je vois un jeune qui n'a pas les moyens de se battre, je lui dis, combat pour tes idées, en faisant un blog, en organisant, en réfléchissant, ne va pas au front. Et je paraphraserai quelqu'un d'autre qui disait aussi, en temps de guerre, en 14, il n'y avait pas d'accès handicapé dans les tranchées. Eh oui, c'est caustique, mais c'est vrai. Donc en fin de compte, et c'est ça qui m'a touché dans tout ce procès, c'est que j'ai vu un dénommé Bouchenon embrasser la mère de Clément Méric. Eh ben, c'était le baiser de Judas pour moi. Et le jour où cette femme passera sa phase de déni et s'apercevra qu'elle s'est fait embrasser par ceux qui ont pesé fortement, largement sur la mort de leur fils, je peux dire qu'elle va vomir. Reprenons maintenant le cours des erreurs. On a parlé de la contrition. Reniement, stupidité, il n'y a rien à renier. Avoir des idées n'a jamais tué personne dans un sens ou dans l'autre. On me parlait, l'avocat de la partie adverse, ancien président de la Ligue des droits de l'homme, n'avait qu'une seule chose à me dire. Oui, il y en avait un quand même, il avait travail, famille, patrie sur le bras. C'est pas bien. Bon, déjà, j'ai été poli, je n'ai pas dit qu'un tatouage, ça tue personne. Ensuite, bon, travail, famille, patrie, entre nous, soit dit, c'est quand même mieux hein, que chômage, alloc et partout. Mais j'ai bien compris où vous voulez en venir. Aux heures les plus sombres de notre histoire, comme d'habitude. Et je lui ai rappelé que j'espérais qu'il n'avait pas fait autant d'études pour être avocat, pour être aussi inculte, que de ne pas savoir que celui qui avait lancé ce slogan, cette devise, était un résistant déporté et qu'il ne pouvait rien dire contre. Et qu'on ne pouvait pas plus critiquer le fait que le maréchal Pétain ait récupéré cette devise, qu'on ne pouvait critiquer, j'insiste, la devise française « Liberté, égalité, fraternité », lorsqu'elle imposait sa loi en Afrique et ailleurs, pour des raisons raciales ou autres. On ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Ça n'a pas été noté non plus. Donc le reniement était inutile. Et ensuite, alors là, cerise sur le gâteau, c'est le pompon. Ils n'ont qu'un seul combat. Hein. Un avocat, c'est quoi? Ça fout rien, on le sait, ça touche de la thune, d'accord. Mais de temps en temps, il faut que ça fasse le beau dans le prétoire. Hein, ça remue un peu des manches, ça hurle, ça vitupère. C'est-à-dire que son travail, c'était simplement sur le point américain, parler du doute. Parlons de doute, il y a un avocat. Au fait, on va revenir sur le point du point américain. C'est quoi? Samuel Dufour aurait eu, ou pas, un point américain. Mais Samuel Dufour n'a jamais touché Méric. On n'en a rien à foutre qu'il a un point américain. Et pour avoir un fusil à pompe, une trompette ou une plume dans le cul, ça ne change rien. Il n'a pas touché Clément Méric. On s'en fout. Autre chose, eh bien, ils ont aussi fait une étude pour prouver, après autopsie, s'il avait pris un coup de poing américain ou pas. Ça n'a jamais été démontré. Bon, ben, quand il y a doute, il n'y a plus de doute. Hein. Ça bénéficie, c'est terminé, on n'en parle plus. Eh bien, ils ont réussi quand même, après 2 ans de plaidoirie, à ce qu'il n'y ait pas de doute, il y avait un point américain. Alors, je peux dire, des avocats pareils à 15 000, c'est pas possible. À 15 000 € la prestation, quand même.
Je pense que s'ils font appel, il faudrait peut-être qu'ils changent d'avocat, parce que sinon, ils vont prendre un. Voilà. Alors, je pense que pour terminer, la pire des erreurs, c'est l'erreur tactique. D'avoir pris ces avocats-là. Ben parce que, et je vais être dur, on rentre dans un autre cadre. C'est celui de la justice de classe. Et c'est ça qui a condamné véritablement Esteban et Samuel. Maître Maisonneuve et l'autre dont j'ai oublié le nom tellement il était mauvais, sont de la même classe que les parents Méric, que le juge, que les avocats de la partie civile, que les médias. Et je m'explique un peu plus. C'est vrai, je l'ai dit, dans cette affaire, en termes d'avocat, il aurait fallu un juriste, et ce fut un socialiste qui l'obtint. Mais regardez bien, Clément Méric, dans sa famille, on travaille à Libération. Bouchenot, on travaille à FR3. La classe journalistique, c'est celle du pouvoir. Ces petits antifas, demain seront professeurs, demain seront journalistes, ils seront juges, ils seront avocats. C'est la classe dominante. Et même les jurés. Ces jurés, ils viennent d'où? Ben de Paris. Mais qui y a à Paris maintenant? Ben des bobos. Et le message, je terminerai là-dessus, le message qu'a dit ce système à nous les Français, tous les Français, à nous les travailleurs, c'est « touche pas à mon gosse, sinon tu vas prendre sévère ». Et les 11 ans, pardon, c'est ça. Voilà. Merci Serge, merci pour ces témoignages. Malheureusement, vous n'étiez pas tous le jour où il fallait convaincre les jurés, mais je vois qu'aujourd'hui, en tout cas, il vous a convaincu. Merci encore.